Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait venir, ils ont 20, 30 employés sur des visas temporaires de 1 ou à 3 ans. Là, il faut qu'ils renouvelent, mais là, ils ne peuvent plus renouveler. Nathalie Babineau, une entrepreneure, plus de 300 employés. Elle fait du recrutement de personnel. Je me suis rendu compte qu'on a pris une belle croissance, ça va bien, on est sur un pied, on était parti. Mais là, il a fallu que je quitte du jour au lendemain, sans préparation. Tu sais, le dimanche, mon conjoint est décédé, le lundi, je rentre pas. Ma compagnie qui avait une croissance, elle a stabilisé puis elle a reculé. Lafayette avait été réunie plus avec le gouvernement parce qu'ils nous poursuivaient pour ce que je faisais à l'extérieur du Québec. Je les ai amenés en cours d'appel, j'ai gagné, mais vu que j'avais fait faillite 6 semaines avant, ils m'ont pas remboursé les millions et les millions que j'ai payés. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du Côté sombre des affaires. Mon nom c'est Olivier Paré et je suis super content aujourd'hui. On rencontre une entrepreneur qui a énormément de succès, belle business, qui a eu des hauts et des bas, on va en parler aujourd'hui, et qui a des bureaux, qui a des employés un petit peu partout dans le monde, plus de 300 employés. On parle aux Philippines, au Maroc, en France, aux États-Unis et bien sûr partout au Canada. Elle fait du recrutement de personnel, est impliquée évidemment dans l'immigration et aussi dans le domaine du lumping. Nathalie Babineau. Allô Nathalie. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir parmi nous. Première retraite du club privé pour toi. Ouais. Récemment membre. C'est un plaisir d'avoir passé des beaux moments avec toi. Aujourd'hui, tu es rendu à un niveau où tu travailles avec différents fuseaux horaires, tu as des employés un peu partout, tu voyages énormément à tes différents bureaux. C'est quoi le plus gros défi pour toi en ce moment de vivre avec autant de fuseaux horaires, avec autant de monde partout dans le monde? Comment tu jongles avec tout ça? Le plus gros défi, c'est que les journées sont plus longues parce que on est quasiment 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, parce que la semaine commence le dimanche à 8 heures le soir. Ouais. Donc, ça termine vendredi soir. Donc, c'est l'horaire. C'est juste le temps de couvrir tous les bureaux, tous les fuseaux horaires pour pouvoir combler et répondre à toutes les demandes. Oui. Puis, comment c'est parti, cette entreprise-là? Maintenant, tu touches plein de secteurs d'activité partout dans le monde, mais comment c'est parti? Raconte-moi ton parcours. Avant de commencer mon entreprise il y a 18 ans, j'étais dans les entrepôts. J'étais directrice de des centres de distribution. Donc, ça faisait depuis des années, ça faisait un bon 20 ans, j'étais là-dedans. J'utilisais des agences de placement, donc j'utilisais pour avoir du staff, pour combler les manques de staff que j'avais dans ce temps-là. J'utilisais des agences. J'ai tout le temps dit que les agences, c'était plus des agences de ressources humaines, ne connaissaient pas notre domaine dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, à un moment donné, j'étais tannée de travailler pour d'autres. Je me suis dit, moi, je me pars en entreprise après un échec avec un de mes employeurs. Donc, après ça, je ne travaillerai plus jamais pour personne. Je vais travailler pour moi-même, mais dans quoi, je ne savais pas. Puis, en étant assis tranquillement, j'ai décidé que je pouvais faire mieux que les agences que j'utilisais dans les entrepôts. Vu que je connaissais le domaine, mais j'irais me spécialiser là-dedans en chaîne d'approvisionnement. Donc, au lieu d'avoir des agences à découdre, raccord, qui c'est généraliste, puis que c'est une personne de ressources humaines qui venait voir mon besoin, puis qui savait pas quoi m'amener comme personnel, je vais aller me spécialiser dans ce que je connais pour pouvoir être un petit peu plus rapide à répondre aux demandes des clients. Fait qu'en 2007, j'ai décidé que je partais ça. J'avais un autre emploi temps plein, je l'ai parti tranquillement. Après 1 an, je n'avais assez pour couvrir mon salaire puis de vivre là-dessus. Puis j'avais utilisé tous mes réseaux de contacts là, dans les entrepôts. J'avais été dans ce domaine-là un peu pour partir. Puis c'était mes premiers clients, c'était mes anciens employés ou c'était des amis qui travaillaient là-dedans. Fait que c'est comme ça que j'ai bâti l'entreprise. J'ai commencé à Montréal. Fait qu'on a fait le Québec. Ensuite, 1 an ou 2 après, j'étais allée en Ontario. Puis après ça, j'ai continué la croissance au travers du Canada. En 2019, j'ai ouvert aux US, juste avant que COVID commence. Fait que là, j'ai ouvert dans le temps de COVID. On a ouvert un bureau à Miami. Fait qu'on on avait plusieurs clients là, au travers du US. Ensuite, avec la COVID, ça a créé un autre problème. Je n'étais plus capable de servir mes clients parce que je n'étais pas capable de trouver de la main-d'œuvre temporaire ici, soit au US ou au Canada. Fait qu'on a décidé de se lancer un peu dans l'immigration. Fait que c'est ça qui nous a amenés au niveau international. Fait que mon premier bureau a été au Maroc. On a ouvert au Maroc. J'avais un employé qui travaillait avec moi depuis, je pense, 15 ans, mon bureau de Montréal. Fait qu'il nous a aidés à ouvrir
un peu la business au Maroc qui nous a montré un petit peu comment le faire. C'était un Marocain? C'était un Marocain. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il est retourné vivre là-bas. Après ça, il nous a aidé un petit peu à s'installer un peu partout. Faire des au Maroc, contacts. Les banques, les notaires, les avocats, tout ça, parce que bon, il y a des complexités dans les autres pays. Ben oui. Fait qu'on j'ai parti la business là-bas au Maroc. Ensuite, on a ouvert en France, puis les Philippines en même temps. Fait que là, c'est ça qui nous a amené un petit peu avec les besoins, parce qu'il fallait recruter des gens français pour le Québec. On avait besoin de la langue anglaise pour le restant du Canada et du US. Donc, les Philippines, c'est un petit peu pour ça qu'on l'a parti. Fait que là, tranquillement, je me suis installée aux Philippines, parce que pour ouvrir des entreprises, parfois, dans d'autres pays, ça te prend, pour dépendant de la business, ça te prend un partner aux Philippines ou au Maroc. C'est un petit peu ça. Moi, j'ai pas voulu. Fait que j'ai ouvert une business plus back-office. Fait que je recrutais. Mon bureau des Philippines est basé sur un peu le back-office. Fait que tout ce que je fais, ce que je faisais au Canada, au US, beaucoup de nos postes, marketing, de paye, tout ça, se fait dans ce bureau-là. Fait que ce qui nous a aidé a permis à... Tu as outsourcé tout le marketing et la comptabilité à ton bureau des Philippines? Tout ce qu'on faisait au Canada, puis ici, je n'étais pas capable d'avoir de main-d'œuvre. Je faisais le problème de mes clients, je le vivais moi aussi. J'avais de la misère à recruter des recruteurs, j'avais de la misère à embaucher. Les très élevé dans le marketing puis dans la comptabilité, c'est incroyable. Des vendeurs, ceux qui font notre paye, notre gestion de paye. Fait que là, on a commencé, on les engageait. Je les engageais aux Philippines, je pouvais avoir du monde. Puis au lieu de les amener ici, parce que pour nous, une agence, tu n'as pas le droit de faire venir du monde pour toi-même. Ah oui? OK. C'est plus complexe. On a été refusé. On a essayé, on a été refusé. Okay. Fait que là, j'ai bâti un gros bureau là-bas. J'ai beaucoup plus de place. On a investi énormément d'argent là-bas aux Philippines. Fait que là, tout notre staff est là-bas. Fait que tous les recruteurs, nos vendeurs, comptabilité, des développeurs, tous les postes qu'on avait qui n'étaient pas d'exécutif ou gestionnaire, c'est tout là-bas. Puis là, j'ai pas le choix de te demander parce que tout le monde se dit, OK, mais à quel point que les employés sont autant qualifiés, performants, puis d'un point de vue financier, les employés aux Philippines, ça peut représenter quel pourcentage des revenus ou des salaires, disons, d'un poste comparable ici au Québec ou au Canada? Aux Philippines, on a entre 7 et 10 employés pour le prix d'un. Fait que mes gens, là, tu sais, un vendeur que j'avais, là, ici... Là, on parle à compétence égale. Même niveau de vie, à compétence égale. À compétence égale, avec un même niveau de vie. Oui, c'est sûr qu'on peut en avoir, tu sais, je peux aller beaucoup plus si je peux aller avec pas de compétences, on fait plus de la formation, un genre d'éducation. On a fait ça au début pour un peu couper nos coûts d'opération. On était avec du monde, pas d'expérience, on leur montre un peu, dépendant des jobs, on a pu leur montrer des choses. Fait qu'il y a des positions, on a pu le faire, nos gens administratifs là, qui font remplir les papiers pour les visas d'immigration. Fait que c'est des gens pas d'expérience, on les forme. C'est plus clérical, c'est plus clérical, c'est ça. Fait que ça, c'était beaucoup moins cher. Là, on a changé un petit peu dans la dernière année. On embauche du monde avec beaucoup plus d'expérience. Fait que là, au lieu de 10 pour 1, mais là, c'est un 7 pour 1, 6 pour 1. Mais c'est des gens qui ont autant d'expérience, si pas plus, qu'on peut retrouver aussi. C'est juste que le bassin est beaucoup plus gros. On peut aller rechercher dans beaucoup plus de monde que qu'est-ce qu'on a au Canada. Donc, il s'agit juste de chercher les bonnes personnes. C'est comme ici, tu cherches la perle de rare. Là-bas, tu vas la trouver. C'est juste que le coût est beaucoup moins pour nous, les opérateurs. Mon coût d'opération a diminué drastiquement. Je peux engager beaucoup plus de monde. On peut être beaucoup plus opératif, réactif, là, beaucoup plus rapidement pour nos clients. C'est quoi que ça a eu comme impact pour ton entreprise? Pas nécessairement au niveau de la profitabilité, mais plus au niveau de ta direction d'entreprise puis tes décisions. C'était quoi l'impact sur la croissance de la business? La croissance, parce qu'on a suivi le marché un petit peu. Moi, je voulais faire une grosse croissance. Des fois, on voulait faire trop rapidement. Là, quand on était aux États-Unis, c'était un autre marché qu'on attaquait. Fait qu'il fallait étudier celui-là. Ensuite, aller à l'international, il y a aussi d'autres marchés que tu étudies. À l'international, tout ce qu'on pouvait faire, c'était du back-office, puis aussi de prendre du monde de ces pays-là, les envoyer au Canada. Fait que je peux pas faire ce que je fais au Canada pour US dans le lumping, dans la main-d'œuvre temporaire ou la chasse de tête. Je peux pas le faire encore dans les autres pays. Fait qu'on a concentré sur comment devenir plus opérationnel, avoir un meilleur coût de revient sur nos opérations en économisant des coûts, puis en ayant plus de personnel pour pouvoir servir nos clients plus rapidement. Fait que le service, on a focusé beaucoup sur le service à la clientèle, de pouvoir répondre, puis en ayant de la main-d'œuvre. Donc là, pour un recruteur que j'avais au Canada, pour certains de mes clients, on recrute du personnel là, pour localement. Bien là, je vais en avoir plusieurs pour le même prix, fait qu'on était un petit peu plus rapide pour opérer.
Fait qu'on a concentré là-dessus. C'est ce qui a fait un petit peu notre croissance pour un petit peu contrôler ce qu'on faisait puis pour répondre un peu plus facilement avec les demandes des clients. Avec la main-d'œuvre, ça change. On fluctue un petit peu là, la façon que les entreprises fonctionnent. Bien, nous, on suit ce marché-là. Fait qu'on a eu la COVID qui a tout changé sur les choses. Oui. C'était pas du nouveau, le manque de main-d'œuvre. C'est juste ça l'a shifté un petit peu d'entreprise. Fait que ce qui était avant, les entrepôts, on avait de la misère à avoir de la main-d'œuvre. COVID est arrivé, les restos sont tous fermés. C'était complètement fermé. Fait que ceux qui travaillaient dans les restaurants mais sont venus travailler dans les entrepôts pour nous. Et là, ils sont pas retournés dans les restaurants. Fait que là, le trou n'est plus dans le niveau de l'entrepôt. Ils sont mieux payés. Ils ont réajusté les salaires, tout ça. Fait que le mal se déplace. Fait que dans la main-d'œuvre, puis tout le monde pense, bon, on a un nouveau problème, ce que les États-Unis vont créer. L'économie ne change pas, il n'y a pas plus de monde. Elle se déplace. Elle fait juste se déplacer. Nous, on s'adapte à ça. Fait que je suis partie à l'international parce que c'était là que le commerce nous amenait, puis je ne pouvais plus fournir de monde. Fait que notre client, aujourd'hui, on est du 360. Je peux te servir. Si tu as besoin d'un employé, tu me le dis, je vais te le trouve. Rapidement, je te le loue, je te le vends ou bien je vais t'en importer un. Fait que, tu sais, si c'est un produit, mon humain que je déplace, bien, on peut offrir le service. Avant, on pouvait juste la main-d'œuvre temporaire ou faire la chasse de tête localement. Là, on peut servir. S'il n'y a vraiment rien localement, il n'y a rien au Canada. La troisième option, c'est que je vais aller te le chercher à l'international. C'est sûr, je vais te trouver quelqu'un. Ça, il n'y a aucun... On peut trouver du monde de partout dans le monde. Fait que c'est pour ça qu'on a dû adapter l'entreprise parce qu'on ne pouvait pas servir toutes les demandes qu'on avait. Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui ne se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner des explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. Tu as eu beaucoup de chiffres quand même, parce que, tu sais, toutes les entreprises ont des challenges, mais je trouve que tu as une entreprise qui a été impactée de façon quand même importante dans les dernières 5-10 ans avec toute l'économie, le COVID, les taux d'intérêt, là, avec la guerre tarifaire qu'on vit en ce moment. C'est juste que, tu sais, moi, je suis une personne, je m'adapte rapidement au changement en temps normal. Fait que j'ai été capable de réagir. Avant que COVID arrive, on l'a senti, le changement. OK. Fait que là, on a été prêt à, OK, ben on a commencé à faire les démarches pour l'international. Fait qu'on faisait ça en parallèle. Fait qu'on a pu réagir. On a coupé notre main-d'œuvre pour un peu pallier parce qu'on a des clients qui ont arrêté. Parce qu'on a beaucoup d'alimentation comme de nos clients. Fait qu'on a beaucoup dans le lumping puis la main-d'œuvre temporaire. On a beaucoup d'entreprises, c'est de l'alimentation. Fait que les autres, ils n'ont pas fermé. Fait que ça nous a tenus à aller. Mais on savait qu'on avait d'autres clients en recyclage, dans les pneus, dans d'autres entreprises, parce que les autres, c'est fermé, là. Fait qu'il a fallu les couper, ces gens-là. Fait qu'on est passé de 300 employés à 150, quasiment du jour au lendemain. Ton interne, il faut qu'elle change aussi. Fait que nos gens à l'interne, mon bureau de Montréal, il était 30 là-dedans. On est tombé à 5 là, du jour au lendemain ou presque. Là. Fait qu'il a fallu réagir. Mais je l'avais senti, je l'avais fait un petit peu avant. Je l'avais fait quelques semaines avant que tout ferme. Fait qu'on a pu réagir. Fait que là, on a pris la décision, mais les postes sont déjà coupés. Comment qu'on peut remettre du monde? C'est parce qu'on a, tu sais, les clients que tu as perdus ont été fermés longtemps. Fait que l'entreprise, nos ventes ont chuté. Mais il fallait trouver comment on peut avoir de la main-d'œuvre pour quand même couvrir ceux qui sont ouverts. Fait que c'est là qu'on a commencé à regarder l'option de l'international pour nous-mêmes et pour nos clients aussi. Fait qu'on suit dans le changement, c'est ça. Il faut que tu suives les tendances, il faut que tu sois prêt. Ben là, il faut changer rapidement, il faut que tu t'adaptes rapidement. Ouvrir les opportunités. Sinon, ça ne marche pas. Là. Tu me trompes-tu ou souvent, en tout cas, il y a plusieurs personnes que lorsqu'il arrive des gros changements comme la crise du COVID ou la crise tarifaire, il y a plusieurs personnes qui bloquent, qui s'inquiètent, puis que là, qui ne prennent pas de décision, ils attendent. Mais il y en a d'autres comme toi qui voient ça comme une opportunité
ce problème-là va créer d'autres marchés, d'autres occasions. C'est un petit peu comme ça qu'on l'a pris. Puis si j'avais pas fait ce déplacement-là, je serais pas rendu, là, je serais pas à l'international. On aurait rapetissé les opérations. On aurait quelques clients, mais on aurait concentré probablement sur notre division lumping. Le lumping, c'est qu'on vide des camions des entreprises. Puis on a un gros client national ici là, qui est énorme là, comme volume. On aurait probablement juste fait une restriction, puis c'est juste ça qu'on aurait concentré. Donc, c'est comme un peu la vache à lait de la compagnie, là, c'est cette division-là. Fait que c'est ça qui nous a aidés à survivre. Ouais. Mais on avait tout coupé autour. J'avais coupé bien. J'avais pas eu peur de mettre tout le monde à pied. On n'a pas le choix. Il faut garder ce client-là. Fait qu'on a concentré où c'était notre vache à lait. On a rebâti, puis on a redéveloppé autre chose pour justement couvrir que si la main-d'œuvre temporaire, le lumping, ça descend, mais j'ai l'international. Là, c'est l'international qui écope un peu ce que le gouvernement a tout changé les derniers 3-4 mois. Mais là, on concentre sur le lumping puis le temp, parce que ça l'a remonté. Fait que l'immigration a descendu, c'est nos autres divisions. À l'intérieur de ta même business, tu as plusieurs divisions, plusieurs services qui sont... Parce que de base, tout ce qui est ressources humaines, c'est quand même volatile comme industrie. Là. C'est juste que le type de demande de nos clients, le type d'employés, parce que là, ils vivent des moments... En ce moment, avec ce qui arrive aux États-Unis, les gens n'engageront pas temps plein. Là. On ne sait pas ce que Trump va dire demain matin. Fait qu'on ne sait pas comment ça va réagir. Fait qu'ils vont prendre la main-d'œuvre temporaire. Mais nous, c'est une de nos divisions. On en a 4 là, dans la main-d'œuvre. Fait qu'on... La main-d'œuvre, on peut le faire. On a 4 divisions, mais on l'a séparé en 4 parce qu'il y en a une qui va être plus forte un moment. À un autre moment donné, on a vécu une belle petite croissance de l'immigration parce que c'était très fort. Tout le monde voulait des immigrants à cause de la COVID. Oups, ça a descendu. Fait que là, c'est le temporaire qui est revenu à la grosse mode, puis la chasse de tête. Fait que là, on fait ça. Parlons un peu des changements au niveau de l'immigration. Là. Trudeau a passé des changements quand même majeurs qui influencent, qui impactent beaucoup les salaires inférieurs, là, je pourrais dire, dans les entreprises où les restaurants, les hôtels faisaient immigrer beaucoup de personnes. Peux-tu peut-être nous résumer un peu c'était quoi le changement, puis comment tu vois ça pour le futur? Je pense qu'il y a plein de monde qui sont impactés par ça. Bien, avec la COVID, le gouvernement a ouvert les portes. Bon, tous les immigrants, ils ont été de toutes les façons, ils ont ouvert des permis ouverts, que le monde est arrivé ici, il n'était pas attaché à un emploi encore, il fallait qu'ils viennent ici avec un permis, puis là, il fallait qu'eux se cherchent un job. Qui a fait que tout le monde en même temps est arrivé au Canada. Il y a eu on a passé de 33 millions à 42 millions de personnes en une couple d'années. Ils ont ouvert la porte, ils ont perdu le contrôle. En tout cas, nous, ce qu'on voit, là, c'est qu'ils ont perdu le contrôle. Toi, t'es directement dedans, puis, tu l'as vu. Là, c'est parce qu'ils ont réalisé que là, il y a eu le logement. Tu sais, le logement, c'est pas qu'il y a il y a une crise de logement, oui, mais c'est une crise de logement pour des gens qui arrivent ici pas d'emploi. Il faut qu'ils se trouvent un job, arriver ici. Puis là, qui amènent leur famille, mais ils n'ont pas le salaire pour payer les loyers qu'on a, nous, à payer, qui sont sur le marché, là. Fait que là, le gouvernement a fallu qu'il fasse, OK, là, c'est assez, ça a créé, tout le monde crie qu'on manque on manque de logement, il y a une crise de logement, on a perdu le contrôle. Puis le gouvernement avait perdu le contrôle aussi pour les demandes de permis, ils sont en retard, là, il y avait des... T'sais, au lieu de prendre ce qui est normalement un 6 à 8 mois, prend 12 à 24 mois pour avoir les permis, pour faire les choses. La compagnie qui a besoin pour la prochaine année, 24 mois plus tard, la demande a changé. Là, il y en a qui cancellent, sont dans le processus, puis ils nous cancellent parce que là, il est trop tard. Là, ils ont trouvé d'autres solutions, c'est trop long. Donc là, le gouvernement a fait d'énormes changements. Ils ont juste décidé, on arrête tout ça. Au lieu de regarder le problème global puis de dire c'est où que ça marche pas, donc les permis ouverts, disons, ça fait pas de sens. Ils ont passé dans le tordeur au complet. Comme là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait venir, ils ont 20, 30 employés sur des visas temporaires de 1 ou à 3 ans. Là, il faut qu'ils renouvelent. Mais là, ils ne peuvent plus renouveler. Fait que ces gens-là, c'est ça, ils ont enlevé le droit de renouveler. C'est ça, il y a certaines entreprises qui n'ont plus de droit à cause du taux de chômage, à cause du code de l'employé, le salaire de l'employé, ils ne peuvent plus. Fait que là, il faut qu'ils retournent chez eux. Mais l'entreprise là, qui a son chiffre de soir, que le 3/4, c'est des immigrants qui s'en vont, là, ben, il va fermer son chiffre de quart. Il n'y aura pas plus de monde. Il n'en trouvera pas plus au Canada. Là. Il n'y a pas plus d'employés qui vont aller travailler dans Beauce ou qui vont aller travailler dans un petit village où est-ce qu'il n'y en a pas de main-d'œuvre. Fait que le problème, il va être encore là, mais ils vont en créer un autre parce que là, il y a des entreprises qui vont fermer. Il y a des entreprises qu'il va falloir qu'ils déménagent pour aller où est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre disponible. T'sais, à Toronto, on peut avoir du monde. On a du monde à Toronto. À Montréal, on a un petit peu de monde encore de disponible. Mais tout ce qui est à l'extérieur, les grandes villes, il n'y en a pas personne. Fait que ça ne règle pas le problème. Ils ont juste changé, ils vont déplacer le mal. Ils ont quand même, nous autres, ce qu'on a réagi, c'est que là, on a regardé au niveau de l'immigration, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, on concentre un peu sur les étudiants
On est en train de faire des partenariats avec les universités pour faire venir, on va concentrer un peu sur les étudiants. Puis il y a aussi ils ont quand même laissé ouvert sur les postes où est-ce qu'ils sont payés high wage qu'ils appellent. Fait que la description du poste, il y a tout le temps un code, mais ça dit quel salaire minimum, moyen ou le top salaire tu peux payer. C'est ceux-là là, qu'on va concentrer pour pouvoir continuer à offrir nos services. Mais je me trompe, je suis pas dans cette industrie-là, mais souvent ce qu'on entend, c'est justement les plus petits salaires, on est à l'aise à les transférer à des immigrants et tout ça. Mais les cadres, on veut les garder plus avec des gens de la même culture qui sont plus habitués avec nos façons de faire. Moi, de base, c'est ce qu'on entend dans les entreprises. C'est normal. Est-ce que j'ai raison ou c'est pas ça la réalité? Non, c'est comme ça, parce que nous aussi, on fait la même chose. Fait qu'ils laissent les high wage, mais il n'y a pas grand monde qui cherche des high wage immigrants. Mais souvent, les high wage, tu vas avoir des électromécaniciens, tu vas avoir des postes où est-ce que c'est des postes spécialisés. Où est-ce que là, l'entreprise, si tu veux faire venir du monde, mais il va falloir que tu payes un gros salaire. Fait que, d'habitude, quand on voit que les immigrants, il ne faut pas se le cacher, là, c'est les postes de main-d'œuvre où est-ce que les Canadiens ne veulent plus faire. Oui, là. exact. Les jeunes générations, ils faisaient avant qu'ils ne veulent plus faire. Puis quand que tu fais venir l'immigration, il y a un coût à ça, ben tu ne veux pas payer les high wage. Fait que c'est pour ça que les portes sont un petit peu fermées, les clients sont un peu plus réticents. Il y en a qui sont prêts à le payer ou à faire ces démarches-là parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a certains postes que tu ne peux pas avoir au Canada. Exact. Les électromécaniciens, des CNC, on commence à avoir plus d'automatisation dans les entreprises, mais ça prend du monde qui répare ces machines-là. Ça prend des programmeurs, ça prend des gens sur place pour réparer là, les convoyeurs. C'est quoi la solution pour l'entrepreneur qui nous écoute, qui a de la misère à recruter, puis les employés qui trouvent sont trop dispendieux ou pas assez qualifiés? Est-ce qu'ils peuvent encore se tourner vers l'immigration au moment où on se parle? Oui, parce que tout le temps, il y a quelques petites exceptions que le gouvernement n'annonce pas, comme les taux de chômage. Il y a des petits programmes qui sortent que, à moins que tu saches vraiment aller faire des recherches à tous les jours. À tous les jours, il y a une nouvelle chose du gouvernement qui change. Ils l'enlèvent, ils remettent, ils font un changement. Fait qu'il faut vraiment que tu sois dedans. Fait que la meilleure chose, c'est de consulter quelqu'un qui est dans le domaine, qui ont des gens là, qui sont qualifiés pour faire des recherches, faire des démarches, puis ils vont pouvoir t'expliquer. Nous, la différence, ce qu'on dit à notre client, c'est qu'on offre un service 360. Donc, que ce soit l'international, du local, la chasse de tête, d'aller chercher quelqu'un dans le Canada, en quelque part, on le part, on l'amène de Nouveau-Brunswick, on l'envoie en Alberta, on peut faire ça. Fait que souvent, c'est de nous parler, expliquez-nous votre problème. Il y a une solution, c'est juste jusqu'à quel point tu veux t'investir dans ta solution. OK. Donc, puis, parle-moi de cette entreprise-là a connu beaucoup de croissance. Bon, il y a eu de la décroissance à un moment donné, tu l'as restructuré et tout ça. Dans toutes ces 20 ans environ, c'est bien ça? Oui, 18 ans. 18 ans, presque 20 ans en business. C'est quoi le plus gros défi que tu as eu à relever dans ces 18 années-là? Le plus gros défi, c'est il y a 2 ans quand mon conjoint est décédé, puis que là, je me suis rendu compte, tu sais, que là, j'ai dû partir du jour au lendemain parce que c'est arrivé subitement. Je me suis rendu compte qu'on a pris une belle croissance, ça va bien, on est sur un pied, on était parti, on avait une belle croissance. Tu venais de sortir du COVID, c'est là, ça allait bien, post-COVID, l'international. C'était parti, j'avais 3 bureaux, on avait des clients, l'immigration, ça marchait bien, notre division lumping temporaire, ça marchait bien. Mais puis là, j'avais bâti, là, parce que mon grossit, fait que tu mets plus d'exécutifs, fait que j'ai donné des promotions à des gens qui sont avec moi depuis longtemps, qui connaissent le business. Mais là, il a fallu que je quitte du jour au lendemain sans préparation. Tu sais, dimanche, mon conjoint est décédé. Le lundi, je rentre pas. J'avais pas la tête là pendant des mois et des mois. Je me suis rendu compte que, tu sais, quand je suis revenue, là, ça fait 2 ans, mais ça fait 1 an que je suis revenue vraiment à temps plein. Ma compagnie qui avait une croissance, elle a stabilisé puis elle a reculé. Fait que là, je me suis rendu compte que l'équipe exécutive... Fait que t'étais presque 1 an à pas être capable d'être là. Non, c'était trop un gros choc pour toi. C'est ça, puis j'étais là, mais pas là. Ça faisait longtemps que t'étais avec lui. Oui, ça faisait 36 ans. 36 on s'est mariés très, très jeunes. Puis on avait 16 ans, on était ensemble. Fait que c'était un choc. Tu n'avais pas vu venir, là. C'était pas une maladie qui... Non, c'est une attaque de cœur massive, puis ça a pris quelques minutes, puis c'est tout. Là. Fait que... Ça a été un choc, ça a été drastique. Puis dans ma compagnie, il y a mon garçon qui travaille pour moi, il y a sa femme aussi qui travaille pour moi, il y a mon frère qui travaille pour moi, on a des amis, fait que on est très familial, puis mes gens, ça fait longtemps qu'ils travaillent avec moi. Fait que, bien qu'ils n'étaient pas dans l'entreprise, mais ils étaient connus. Fait que ça a fait un choc, pas juste pour moi, mais pour les autres. Puis vu que je suis quand même proche de mes employés, des exécutifs, les gens ressentaient ce que ma famille, mes enfants et moi, on vivait. Fait que ça a fait un gros choc où est-ce qu'il y a eu comme un arrêt de la compagnie. Ensuite, mon équipe exécutive ont voulu prendre la place puis me remplacer, puis de tout me faire un mur de « t'inquiète pas, on s'en occupe ».
Ils ont fait leur possible, mais malheureusement, la compagnie, la croissance qu'on avait a vraiment arrêté. On a pris un recul, on a perdu des millions là, de ventes et de choses parce que c'est pas de leur faute, c'est juste, c'est ça qui est arrivé. J'ai pas concentré là-dessus pendant une bonne année de temps. Mais là, tu sais, là, je suis revenue, là, ça m'a pris du temps à revenir, là, vraiment être concentré sur le business puis d'avoir le focus que peut-être pas que j'avais avant, ça revient tranquillement, mais d'avoir un gros focus, tu te rends compte, OK, où est-ce que j'étais rendu dans l'entreprise? Parce que j'ai pu la regarder de l'extérieur pour la première fois. J'étais pas dans le day-to-day, j'étais pas dans les opérations, j'ai pu m'asseoir à côté puis regarder qu'est-ce qui va bien. C'est quoi qui t'a frappé le plus quand tu as fait ce recul-là? C'est que j'ai une très bonne équipe. Regardez qu'est-ce qui se passe. J'ai une très bonne équipe. J'ai une équipe exécutive A1. Puis c'est des gens qui travaillent fort, dévoués. Puis c'est ça qui était beau à voir, le dévouement des gens. Je suis pas là. Ils ont tout essayé. Ils ont fait leur possible. Ils ont fait une très bonne job. Ils ont travaillé fort. Mais par contre, la décision que j'ai prise il y a 2-3 ans, de prendre un exécutif jeune, pas d'expérience. Ils ont l'expérience de nos entreprises, de chacune des divisions. Ils n'ont pas d'expérience de gestion. Ils n'ont pas d'expérience de gestion à haut niveau. C'est là que j'ai vu que c'était ça mon manque. Fait que quand je suis revenue, c'est comment il faudrait que je passe plus de temps à les former, continuer à les éduquer, leur donner la chance. T'as-tu décidé d'aller chercher de l'exécutif un peu plus senior ou t'as décidé d'investir davantage dans tes ressources pour les aider? Je veux pas perdre l'équipe que j'ai parce qu'ils sont dévoués puis c'est des gens de cœur. Ils prennent ça pour leur... Ils prennent ça vraiment comme c'est leur entreprise. C'est souvent dans des périodes comme ça qu'on voit justement est-ce que les employés sont là pour les bonnes raisons ou pas. Puis là, ils ont steppé up pour pouvoir te backer. C'est exactement. Puis c'est pour ça que oui, j'aurais pu prendre la décision facile de je vais chercher 2-3 personnes, énormément d'expérience, puis que du jour au lendemain, je peux lâcher. Mais ces gens-là travaillent fort, puis sont dévoués, puis je sais qu'ils ont tout ça à cœur, puis ils vont tout donner. Fait que j'ai pris la décision que je vais prendre plus de temps. Ça va me prendre peut-être 6 mois à 1 an de plus, mais je vais continuer à les former dans la bonne direction. Puis là, je vais avoir un autre poste qui va s'ouvrir probablement. Puis je vais prendre une personne de l'extérieur peut-être plus senior pour un poste comme ça. Mais là, j'ai une équipe en place. C'est juste, ça va prendre un petit peu plus de temps. Je vais ralentir un peu. On devait ouvrir au Mexique. On devrait ouvrir à Dubaï l'année passée. J'ai mis ça un petit peu sur la glace, juste pour qu'on va stabiliser l'équipe de gestion. Reprendre la croissance qu'on avait, puis d'avoir une équipe qui va suivre pour qu'ils soient capables de... On va espérer qu'il n'y a pas d'autres tragédies qui vont arriver. Mais si je veux quand même un peu développer et continuer à prendre l'expansion, il faut que ça soit stabilisé avant. Fait que je veux continuer l'expansion, mais je dois stabiliser un petit peu que mon équipe exécutive doit passer de la prochaine étape. Puis des fois, on se met des objectifs qui sont très grands, mais en même temps, l'important, c'est d'avoir du fun au travers de ça. Puis quand tu vis une tragédie comme tu as vécu, je pense que c'est correct de se permettre de dire, rendu là, les objectifs sont plus si importants. Non, tu vis plus la même chose. Ça brasse les priorités, puis comme ça prendra 2 ans de plus, ça prendra 3 ans de plus, c'est bien tu vis pas. C'est sûr que je ne gère pas de la même façon, je ne vis plus de la même façon. Tu vis aujourd'hui, tu vis pas pour demain, tu sais pas si tu as de demain. C'est un petit peu comme ça que je vis. Ah oui? Par contre, tu planifies moins long terme? Moins longtemps. Oui, je planifie pas pendant 5 ans. Là, je veux dire, je planifie pour le moment. C'est sûr, je commence à revoir de planifier un petit peu plus à long terme. C'est ça que je suis en train de faire. Mais par contre, les décisions que je prends, c'est comment que les choses sont puis comment que je vois les choses là, prochainement. Donc, j'y vais jour pour jour, les choses changent, mais c'est sûr que les priorités, les gens, c'est facile de dire j'en mets 2-3 dehors puis je vais engager facilement des gens, surtout les payes sont très bien rémunérés pour pour l'expérience qu'ils ont, mais ils sont payés comme des vrais VP avec de l'expérience. Ils gagnent leur travail, ils sont dévoués. Donc, j'ai décidé, c'est des gens qui ont été à côté de moi pendant mes moments les plus difficiles de ma vie. Ils ont supporté, ils ont travaillé, ils ont fait leur possible. Je ne peux pas leur demander de faire plus que qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ça fait partie de moi, ce que je dois leur donner, leur montrer, puis de prendre le temps. C'était nouveau, c'est arrivé subitement. Donc là, tu dois continuer, mais je vais continuer à les évoluer. Parce que les aptitudes, ça peut se gagner, ça peut s'apprendre. Mais l'attitude, ça, tu l'as ou tu l'as pas. Non, tu l'as ou tu l'as pas. Toi, tu t'es rendu compte que tu avais du monde qui avait l'attitude, puis il manquait juste un petit peu d'expérience. Je n'avais engagé un VP, juste avant que... C'est un ancien employé qui travaillait pour moi, qui était là ailleurs, il était VP. Fait que je l'avais réembauché, devenir VP des ventes, puis tout ça. Mais il commençait le lendemain que mon conjoint est décédé. Fait qu'il est revenu dans l'entreprise. J'ai pas été là, mais il connaissait l'entreprise, les autres, puis il pouvait prendre le rôle, mais...
je l'ai laissé aller, lui, avant les fêtes, parce que je me suis rendu compte, OK, ben il y avait l'expérience d'ailleurs, il a été vivre le poste, mais il n'y avait pas le dévouement, il n'y avait pas la même passion que mes autres ont. Fait que, à un moment donné, c'est plus la même valeur. Fait que j'aime mieux travailler avec des gens où est-ce que, bon, ils vont t'aider, ils vont supporter, on va grandir ensemble. Moi, j'ai appris le poste que je suis. Je veux dire, je n'étais pas présidente ou propriétaire. C'est pas des compagnies qui m'ont été données. Je les ai partis de zéro. J'en ai eu des échecs. J'en ai eu des obstacles à vivre. Ben, je suis prête à le faire. Ces gens-là, ils ont tout donné. Fait que c'est juste de prendre le temps de leur montrer. C'est un petit peu plus long. Là, je suis obligée de ralentir un peu la croissance. Ça m'a reculé d'à peu près 18 mois. Mais là, on va le faire comme il faut, puis on va le... Oui, puis des fois, c'est ce step back-là qui te permet de bâtir de quoi de plus solide pour, après ça, avoir encore plus de croissance durable. La mission d'Avego a toujours été d'inspirer et d'aider les entrepreneurs à créer des entreprises d'impact qui font une différence dans la société. Je me fais tout le temps dire, Olivier, j'aimerais ça faire partie de ta retraite. J'ai pas assez d'expérience. Je veux rencontrer d'autres entrepreneurs. Je veux faire partie d'Avego. C'est la raison pour laquelle on a créé le programme Accélérateur. Ce programme-là a été conçu pour aider l'entrepreneur qui désire se lancer en affaires, le jeune entrepreneur, mais qui touche aussi l'entrepreneur averti, aguerri. C'est quoi en fait? C'est des ressources pour t'aider dans plusieurs aspects de ta business, mais aussi d'un point de vue personnel. Donc, c'est un programme qui comprend plusieurs programmes de nos formations les plus utilisés. Donc, si tu es un ou une jeune entrepreneur, que tu es en croissance, Avego peut t'aider maintenant avec le programme Accélérateur. Alors, rends-toi sur avegoacademy.ca et rejoins le programme Accélérateur pour rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra te donner tous les détails et que tu puisses enfin faire partie de la grande famille d'Avego. Et on retourne au podcast pour la suite. On dit souvent que la première étape quand on parle de structurer une entreprise, ben, c'est de réussir à ce que l'entreprise roule sans toi. Puis que la deuxième étape, c'est que l'entreprise puisse avoir de la croissance sans toi. Et des fois, les gens s'imaginent, on se fait dire, j'ai déjà entendu dire, si tu n'étais pas là pendant 1 an, qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes en place pour que l'entreprise roule? Toi, tu l'as vécu sans aucune préparation. Nathalie, 2 ans plus tard, aujourd'hui, si tu regardes ta business à 360, c'est quoi les choses importantes que tu crois qui doivent être mises en place si tu avais à devoir t'absenter, non pas pour une tragédie, mais juste pour le tour du monde ou prendre soin de toi pendant 1 an? C'est quoi les points importants qui te manquent à mettre en place dans l'entreprise? Tu sais, je suis déjà là-dedans parce que là, c'était de clarifier la tâche de chacun. C'est quoi le rôle et la tâche de chacun de mes gens exécutifs, les directeurs en dessous d'eux autres. Les responsabilités. C'est les responsabilités, puis de voir comment on peut diviser, puis d'avoir le contrôle, le processus de chaque division, de chaque rôle. Parce que c'est beau que j'ai une équipe exécutive, mais... Tu sais, là, j'en ai une qui nous annonçait être enceinte, elle s'en va. Mais là, qui remplace en dessous? Mais là, c'est correct, j'ai un directeur exécutif, ça tombe bien parce que c'est mon garçon, puis je veux le former. Okay. Fait que lui, il a une promotion, on peut le former, il s'en va, c'est un petit peu plus rapide qu'on avait prévu. Ouais. Mais par contre, il connaît l'entreprise, il connaît les choses. Aujourd'hui, c'est quand tu regardes ça pour préparer, pour partir, c'est une grande préparation. Puis moi, je me suis rendu compte, avec ce qui m'est arrivé, j'ai été partie quasiment on and off pendant 1 an de temps, où tu perds quasiment 1 an de ta vie à regarder. On n'était pas prêts. Aujourd'hui, mes gens, où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, depuis que je suis revenue d'à peu près la dernière année un peu plus focus, où je m'en viens vers là, ce qu'ils ont appris, où est-ce qu'ils sont rendus est bien différent de où est-ce qu'ils étaient il y a 2 ans. Parce que là, il a fallu que je mette plus au clair le rôle, la responsabilité. Fait que clarifier les responsabilités, les rôles, avoir des personnes de gestion qui sont bien formées en lien avec leurs responsabilités. C'est ça. Puis qu'eux autres aussi, il y a un backup. Fait que d'avoir une relève par en dessous qui est en train de se préparer. Puis aussi avoir des processus en place où est-ce qu'on était moins fort là-dessus, mais on n'avait pas de processus. Fait que là, c'était juste par... Je connaissais mes entreprises, je connaissais mes affaires, on y va. Mais là, on a mis en place dans toutes les divisions des processus d'opération, des tâches, comment chaque rôle doit se faire, c'est quoi les étapes. Pour que là, si quelqu'un manque, sort le petit papier, puis c'est écrit comment est-ce que tu dois travailler, comment tu dois être fait. Donc, on a fait beaucoup là, dans la dernière année. On a moins concentré. C'est pas parce qu'on ne voulait pas, mais on ne fait pas mettre l'énergie partout. Fait que tu concentres moins à les développer, à les retenir tes choses. Fais le processus, on a mis ça en place. Là, j'ai rebâti une équipe de vente. J'en ai engagé 10 nouveaux dans les derniers mois, mais il y a un processus décrit. On a notre système de CRM inclus. Il y a de l'automatisation dedans aussi. Fait qu'il y a moins
à y penser s'il n'y a personne en arrière, mais la machine est bâtie en arrière, que ça peut rouler un petit peu plus tout seul. Ouais. Fait que c'est ça qui a été plus long de mettre en place. Là, c'est juste de s'assurer que c'est... On met des processus en place, souvent on les met, on ne surveille pas, ça lâche, il faut recommencer. Mais là, c'est de savoir ça va tout se maintenir. On ajuste de Qu'est-ce que tu dirais à un plus jeune entrepreneur qui est en tête d'une business en croissance, mais qui n'a pas le temps de travailler sur sa business parce que tu as passé par là, souvent les premières années, bon, on fait tout, on a plein de chapeaux, puis qui se dit j'ai pas le temps de travailler sur ma business, il faut que je rentre des ventes, il faut que je m'occupe de la business et tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme ça qui retarde cette étape-là de mettre en place des personnes puis des processus pour se retirer des opérations puis d'avoir une business qui roule un peu plus? Parce qu'il faut que tu fasses les deux en parallèle. Tu sais, il faut que tu ailles comme moi, il faut que j'aille chercher des ventes, là, parce que là, bon, on a mis des postes de plus. On a, tu sais, tu fermes pas la business parce que puis tu fais pas mon juste VP des ça, ventes, là. je l'ai mis dehors. C'est une décision que j'ai prise parce que là, bon, il peut pas avoir de vente, il était pas capable de faire le job, mais c'est moi qui ai fait en ce moment ce job-là. J'ai rebâti une équipe, mais en parallèle, il faut que je forme mes exécutifs parce que si je veux prendre 2 semaines de vacances bientôt, mais il faut qu'ils soient capables de couvrir. Fait il faut que tu fasses les deux en parallèle, il faut que tu sois capable de jongler avec les deux, puis un est aussi important que l'autre. Fait que je peux rentrer toutes les ventes que je veux, mais je n'ai pas le soutien, bien, ça ne marche plus. Je les perds aussi vite que je les rentre. Fait que c'est ça, à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu fasses la gestion de temps de pouvoir faire les deux en même temps. Si tu ne peux pas engager des gens pour le faire, parce que souvent, quand on commence, bon, il faut que tu fasses tout toi-même, bien, il faut que tu sois capable de dire, je dois bâtir ce que je rentre, je dois être capable de le garder aussi. Ouais. Fait que faut que tu bâtisses ton support, la base. Au lieu de juste avoir des revenus de ça. Exactement. Parce que sinon, tu vas travailler fort d'un côté, tu vas le perdre aussi vite de l'autre côté. Puis on le sait très bien. Aller trouver un client, c'est facile. C'est de le garder qui est difficile. Fait que si tu veux le garder, puis tu peux pas faire tous les jobs en même temps, mais il faut que tu sois capable de bâtir ton processus, puis de passer tes étapes à suivre, puis ton équipe pour qu'ils puissent le faire. À recommencer, les VP, il y aurait eu tout le processus avant, il y aurait eu toutes les choses, mais moi, j'ai... Faites les étapes, une tragédie qui arrive, fait que là, tu n'as pas le choix. Tu perds tout, tu recommences. C'est correct, ça fait partie de. Penses-tu que ta business est plus forte aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2 ans? Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'on est, comme je dis, la croissance, on était bien parti, on ne sait plus où en croissance, mais au niveau de la structure, au niveau des processus, puis la façon pour moi de relâcher. Mes employés me disaient tout le temps, ouais, mais parce que tu ne le relâches pas. Mais là, j'ai été obligée de relâcher parce que je n'étais pas capable. J'ai été obligée complètement d'arrêter. Ça s'est fait du jour au lendemain au lieu d'avoir une préparation. Fait que ça a été drastique, ça a été ça crée un échec d'un autre côté, mais là, à le refaire, je l'aurais préparé autrement. Mais oui. Fait que ça... Dis-moi, si tu avais un conseil que tu aurais aimé avoir plus tôt dans ta carrière en affaires, ça aurait été quoi? Un conseil que tu aurais aimé te faire dire plus tôt pour éviter des erreurs, éviter des détours? Que le client que tu vas aller chercher, serre-les un peu plus. À un moment donné, tu viens, tu rentres des clients, service à clientèle, on a touché un coup. À un moment donné, il fallait que j'engage quelqu'un pour faire le service à clientèle parce que là, on rentre des clients, mais on n'est pas capable de les garder. Ma structure en arrière n'avait pas assez de processus, n'avait pas assez de bonne formation. Mes gestionnaires n'étaient pas capables de le garder. Fait qu'on rentre, puis les clients étaient non satisfaits. Fait qu'un client non satisfait il va parler bien plus vite que celui qui est satisfait. Fait que là, il a fallu réagir. Fait qu'avoir commencé autrement, j'aurais bien plus de clients aujourd'hui, mais j'aurais pas perdu tous les clients du début ou tu les laisses tomber parce que t'as mal servi, tu te rappelles plus. Fait que ça revient encore dans le corps des opérations. Oui, c'est vraiment ça retourne. Solidifier l'équipe, les procédures. Oui. Wow. Parce que c'est beau que, moi, la façon que je fonctionne, mais c'est qu'à un moment donné, tu peux plus tout faire. Fait que tu dépends des employés, mais si tu n'as pas mis en place le processus, les étapes à suivre. Puis on a encore beaucoup à faire. Là, j'en parle, mais on en a beaucoup qu'on change à tous les jours. On s'adapte. En fait. Puis on ne sera jamais, parce que c'est un échec, tu recommences, tu penses, il y a quelque chose qui arrive, tu t'adaptes. Mais aujourd'hui, on n'est plus à la même place parce que j'étais, quand j'ai commencé, ou même juste 2 ans passés. On a beaucoup, beaucoup changé sur notre structure, notre façon de faire pour essayer de pallier. Puis là, ça vient à un moment donné, tu perds de l'argent, elle vient dans quelque part, cet argent-là. Fait que oui, tu es obligé de subventionner, tu es obligé d'aider ta compagnie, tu es obligé de supporter un peu, ton cash flow n'est plus là, mais à un moment donné, c'est que tu t'énerves avec ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a moins de choses qui m'énervent. Avant, ça m'aurait stressé énormément. J'aurais fait des moves peut-être trop vite parce que là, tu essaies de changer trop vite parce que tu as le stress, ton cash flow, tu as des problèmes financiers qui arrivent.
À cette heure, ça ne m'énerve pas bien, bien. L'argent, ça se refait. Il faut juste que tu travailles plus fort, puis il faut que tu règles ça avant de pouvoir te rendre là. Fait que c'est juste ça que j'ai appris, que je fais moins des décisions sur le champ. J'ai réfléchi un petit peu plus, puis là, je suis un peu plus calme qu'avant dans ça. Ouais. Parce que j'ai vécu une situation tellement extrême qu'il n'y a plus rien, là, plus rien Ça qui se peut-tu que tu te sois rendu compte que justement, des fois, on veut la croissance à tout prix, puis que ça nous coûte du temps, puis du stress, puis de la pression, puis que finalement, tu t'as réalisé que, bien évidemment, c'est pas ça le plus important. C'est pas le plus important. Mais tu sais, des fois, on veut grandir. Un peu plus smooth, oui, justement, pour dire, regarde, il y a bien des choses. Ça prenne 18 mois de plus ou moins, pas à la fin du monde. Tu sais, parce que là, je suis sur une lancée, je veux une couple d'années, je veux reprendre, je vais être rendu à un certain point. Fait que ça, la vitesse de croissance, je l'ai pas trop perdu. Mais la chose, c'est que ce qui me stressait avant, une question de cash flow. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'employés à toutes les 2 semaines. Faut que je trouve un demi-million pour la paye. Fait qu'à toutes les 2 semaines, je cherche un demi-million de payroll. Wow. Fait que, tu sais, ça vient vite le jeudi après, il faut que tu le trouves. Fait que, tu sais, avant, ça me stressait beaucoup. Comme, là, à cette heure, c'est comme, on va trouver une solution. Il y a quelque chose. Fait que ça me stresse moins. Fait que je stresse moins mon staff, mes cadres. Ça paraît. Puis, ça paraît pour l'équipe, ça paraît pour les ventes. Fait que tu peux concentrer un peu plus, comme on va y arriver. Moi, je leur dis, tu sais, on ne peut pas tout régler du jour au lendemain. L'argent qu'on a perdu, qu'on a reculé, on ne peut pas faire ça en 2 mois. Là. Ça va prendre 6 à 12 mois. On y va en étapes, on y va en stratégie, on va bâtir ça comme il faut, on va y aller de toute façon. C'est ça, pour que ça dure. Là, parce que je ne vais pas revivre ça à tous les 2 ans. Donc, comme je dis, la tragédie a fait que maintenant, je ne gère plus de la même façon puis je ne vois plus les problèmes de la même façon. C'est un problème quand même, il faut le régler. Tu sais, je veux régler les entreprises, il faut que tout soit un peu plus cohésif, un peu plus, on court moins après le payroll à toutes les 2 semaines. On s'en vient mieux. Déjà, là, on s'en vient beaucoup mieux. On n'a pas à courir, mais par contre, on veut un petit peu moins de stress. Mes gens veulent un peu moins de stress qu'on n'a pas à s'énerver. Mais là, j'y vais un peu moins en effet. Tu sais, quand on est énervé, on prend des décisions, puis après ça, on fait c'était peut-être pas la bonne parce que j'y ai pas pensé, parce que j'ai réagi. Tôt, ou trop. Fait que là, tu réfléchis, ça me prend pas... C'est pas long parce qu'on prend les décisions rapidement, on n'a pas le choix. Posés. Mais là, tu regardes d'un côté un peu plus relax que juste tu prends une décision parce que tu es stressé pour les choses. Ouais. Le podcast Le Côté Sombre des Affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui ne se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner les explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. C'est à cette heure, il y a plein d'autres choses. L'argent, ça se refait. C'est comme ton exemple avec, on était supposé ouvrir Dubaï puis le Mexique, finalement, on a mis ça sur la glace. Des fois, c'est ça, on a des projets parce qu'on s'est mis comme objectif, puis là, on s'empresse. Puis finalement, le fait d'avoir ouvert ces bureaux-là aurait ralenti d'autres choses, aurait impliqué plus de pression, plus de stress, etc., etc. Puis on a tous des projets dans nos business qu'on veut pousser parce qu'on s'est mis des deadlines, des fois qui ne sont pas réalistes, puis des fois qui l'étaient quand on les a mis, mais finalement, il y a des choses qui ont évolué qui font que on doit revoir le deadline. Puis je pense que c'est correct des fois de juste repousser un peu pour comme permettre à la business de digérer la croissance puis de digérer qu'est-ce qui s'en vient. C'est ça, c'est de le stabiliser un petit peu parce qu'avant, tu sais, j'ai parti mes bureaux internationaux, je voulais pas de partnership, je voulais pas de partner, je veux le faire comme de ma façon, je veux que ce soit. C'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long avant de rentabiliser puis de te rendre à une autre étape. Tu sais, puis tandis que là, je suis rendu à la réflexion, OK, bien là, je vais stabiliser, on va faire sûr que tous nos bureaux, tout fonctionne à la merveille, puis tout fonctionne un peu plus, tu sais, cohésif, puis un peu plus
contrôlé. Ouais. Mais là, pour faire l'expansion puis pour reprendre notre croissance, bien, peut-être que là, je vais aller me faire des achats de compagnies déjà faites parce que ça va aller bien plus vite au lieu de tout faire à moi-même. Ça prend des années, mais c'est là, il faut que je sois capable d'accepter. Il va peut-être avoir des partnerships à faire. Il va peut-être avoir... Il va peut-être avoir du ménage à faire, c'est ça, des changements culturels mais là, dans le business, puis tout ça. Je suis rendu là qu'avant, jamais... entre ouvrir un nouveau territoire avec 0 $ de vente puis débuter from scratch versus acheter une business qui a déjà 5-10 millions de chiffre d'affaires. Mais avant, je voulais pas le faire parce que... aller beaucoup plus vite. Je voulais pas avoir les affaires des autres, je voulais pas avoir des partenariats avec d'autres ou des actionnaires avec d'autres. Ça n'a jamais été dans ma palette de... Il y a peut-être moyen aussi de faire l'acquisition sans les garder comme partner, mais juste acquérir, puis soit les garder en partner ou en balance de vente. Ou il y a plein de stratégies. Mais ça m'a laissé l'ouverture à ça que je n'avais pas avant. Fait que là, c'est là que je suis rendue je veux quand même la croissance aussi rapidement qu'avant. Mais elle va juste être faite d'une autre façon. Est-ce que je suis obligée de courir? Ça se peut-tu qu'avant, Nathalie, tu étais un peu plus contrôlante de le faire à ta façon? Oui. Puis là, tu t'es rendu compte qu'avec la tragédie qui est arrivée, ben il n'y a rien de plus important que l'équipe que tu as autour de toi. Exactement. Fait que là, tu es en train de changer ta façon de gérer de façon à ce que ça repose moins sur tes épaules à toi. C'est ça qui est arrivé parce que mon équipe me le dit souvent, parce que je suis une personne qui c'est ma façon, c'est contrôler, puis je veux avoir la main, je veux être impliqué, je veux être dedans. Fait que j'ai pas laissé, moi, c'était un peu de ma faute que mon équipe n'était pas prête, parce que je les laissais pas prendre leur place. Ouais, c'est ça. Puis c'est dur à lâcher le morceau, c'est mon bébé. Là. Moi, j'ai parti ça dans mon petit salon à rien, de zéro. Il y a 18 ans. On a eu des hauts, des bas. Il a fallu que je fasse faillite à un moment donné dans le parcours. Tu recommences. Fait que, à un moment donné, j'en ai vécu des choses, là. Puis, tu veux pas le laisser aux autres. Tu veux pas trop relâcher le contrôle. Là, j'ai été obligée de le faire parce que j'ai pas eu le choix, parce que la tragédie. Donc, là, ça fait que, si ça avait été, si je l'avais mieux fait, il aurait été mieux préparé pour quand j'ai été obligée de quitter là, sans préparation. Fait que ça revient sur mon dos quand même que je les ai pas préparés. C'est pas de leur faute. Ils ont l'expérience. Penses-tu que c'est un peu relié avec la peur de l'échec? Je sais pas si la faillite a lié. Des fois, faillite c'était relié plus avec le gouvernement parce qu'ils nous poursuivaient pour ce que je faisais à l'extérieur du Québec. Fait que ça, c'est je les ai amenés en cours d'appel, j'ai gagné, mais vu que j'avais fait faillite 6 semaines avant, ils m'ont pas remboursé les millions et les millions que j'ai payés. Ouais. Fait que j'ai quand même gagné ma cause contre le gouvernement du Québec. Fait que ça, juste parce que je suis dessus, j'ai été jusqu'au bout. Mais attends un peu, là. Ils t'ont poursuivi, puis là, finalement, tu as décidé d'amener ça en appel, les poursuivre. Mais le processus judiciaire a dû être long. Ça a pris 5 ans. Tu as fait 5 ans. 5 ans. Tu as fait faillite 6 semaines avant la décision. Ouais. Fait que tu as gagné un jugement d'une couple de millions contre le gouvernement du Québec. Oui, c'est pas loin de 2-3 millions. Une couple de millions. Ouais, puis ils t'ont pas payé parce que tu as fait faillite. Oui, ils ont dit que tu as fait faillite, fait qu'on te rembourse pas. Fait que c'était ça. Oh my God. Mais il y avait eu la satisfaction que j'ai gagnée contre le gouvernement du Québec. Ça doit être une belle satisfaction quand même. Oui, c'était assez frustrant un peu, là, mais c'est parce qu'ils nous poursuivaient. Moi, j'avais le bureau, mon bureau chef était à Montréal. Et moi, j'étais rendue dans d'autres provinces, puis ils voulaient qu'on paye les DAS des employés au Québec, puis qu'on demande les autres provinces de rembourser ce qu'on payait dans les autres provinces nos employés, parce qu'on avait des centaines d'employés. Puis on leur expliquait, l'Ontario ne me fera pas un chèque pour ce que je paye. Mes employés restent en Ontario, ils sont payés en Ontario, c'est ça. Oui. Fait qu'ils nous ont poursuivis, mais là, j'étais rendue à des millions de pays. Là, incroyable. À tous les 6 mois, on avait une différente audit. Là. Ils venaient vérifier nos livres à tous les 6 mois, c'était temps plein. Fait que ça m'a coûté des millions, mais j'en devais encore 1,8 million. À un moment donné, mon équipe fiscale, puis mes fiscalistes, mes avocats ont fait OK, il faut que tu arrêtes parce que là, ils sont tout le temps, ils n'arrêteront pas. Fait qu'on a fait faillite, j'ai réouvert. Là, mon entreprise maintenant est enregistrée. Cette entreprise-là est enregistrée en Ontario parce qu'on a sorti de la province. Ça faisait partie de la stratégie de mes avocats parce qu'on a un moment donné, quand tu amènes le gouvernement en cours, il faut que tu leur dises, mais là, si tu n'arrêtes pas, les employés ici, j'avais des centaines d'employés. Écoute, ça s'en va tout en Ontario. Là. L'argent ne restera même pas au Québec, elle va s'en aller ailleurs. Ils n'ont pas voulu, ils nous ont poursuivis. Puis là, à un moment donné, on a arrêté, mais ça faisait 5 ans là, que j'étais en débat avec eux, puis ils n'arrêtaient pas. Avec un moment donné, il a fallu serrer. Mais moi, j'avais continué les démarches. Parce que j'étais un peu têtue là-dessus. Parce que tu savais que tu avais raison. Parce qu'à un moment donné, moi, si je ne le fais pas, ils vont aller après tout le monde. C'est parce que, je suis encore en opération. Mais oui, en plus. J'ai créé la jurisprudence pour le Québec. Fait qu'ils ne peuvent plus faire ça pour les autres. Mais je venais de faire faillite, puis la faillite a été enregistrée. Là, la dernière étape faisait
5 ou 6 semaines. Oh my God. Fait que c'est pour ça que c'est une des choses qu'on a faites. Fait que tu apprends, tu recommences à zéro. Fait que tu refais les choses. On a perdu des clients à cause de ça parce que bon, il y a des clients qui veulent faire affaire avec toi, mais ça fait faillite. Comment ça a été ces 5 années-là? Bah, ça a été un peu rock'n'roll. Là, j'étais bien plus stressée. Tu stresses pour toutes les petites choses. Là. Aujourd'hui, je le regarde en arrière avec ce que j'ai vécu il y a 2 ans avec mon mari, son décès. Là, aujourd'hui, je fais fou. Tu t'énerves pas avec rien. Mais tu sais, je suis une personne. Ça doit mettre une pression énorme sur le stress financier. Oui, parce que ça a coûté, parce que tu perds tout. Ils vont se battre autant qu'ils peuvent jusqu'à la fin. Ils n'arrêtent pas, eux autres. Ils s'en foutent un peu. C'est le gouvernement, c'est du monde qui sont payés pour faire ça. Ils n'ont pas d'attachement à ça. Nous, on l'a. Ben oui. Puis la business, tu recommences. Là, fait que j'ai recommencé un autre fois. Il y a certains clients fidèles qui sont restés avec nous, puis on était chanceux. Mais par contre, il y en a quand même qui sont partis des gros clients. C'est des grosses compagnies qui ne pouvaient pas faire affaire avec nous parce qu'on a fait faillite. T'as beau expliquer, il y en a qu'on avait préparé à l'avance. On l'a préparé, la faillite, quand même. C'est une faillite préparée parce que c'était rien qu'avec eux. C'était pas nos fournisseurs, c'était juste eux spécifiques pour qu'ils arrêtent de... cotisaient des montants que toi, tu voulais pas payer. Oui, mais c'était arrêter l'hémorragie aussi de cette situation-là parce qu'ils rajoutaient tout le temps. Moi, dans ce temps-là... J'avais des chauffeurs, là, j'avais un autobus par d'étudiants, je prenais des employés de Montréal, je les amenais à côté du lac, mais là, il avait identifié que l'autobus, c'était pas une dépense de compagnie, mais une dépense personnelle. Mais c'est parce que tu veux que je fasse quoi qu'un autobus? Fait qu'il refusait toutes des choses comme ça. C'était rendu ridicule. Mis sur toi, là. Oh, ouais, là, il me poursuivait. Fait que ça. D'après moi, après que tu aies gagné en appel, ils ont dit que tu es un peu plus tranquille. Oui, mais là, c'est ça. Ils nous ont pas chalé pendant un petit bout, là. Fait que ça a fait du bien. Puis la jurisprudence est créée. Fait que, oui. On est reparti de zéro. Fait que c'est toutes des choses parce que, bon, là, tu vis ça, là, tu recules en arrière, tu recules. Puis. Aujourd'hui, tu regardes ça, puis j'en ris un peu. Là, parce que félicitations, parce que maintenant, tu es rendu pas mal plus loin. Puis, avec tout ce que tu as vécu, je pense que premièrement, c'est inspirant pour tout le monde qui t'écoute, mais aussi ton équipe, puis tu as entre les mains tout qu'un parcours pour la suite. On est bon on est bien reparti. Wow. Là, fait qu'on, bravo. Merci. Puis en terminant, c'était ta première retraite avec le club privé en fin de semaine à Vego. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça le fun. Je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est le premier. J'avais fait 2-3 petites soirées ou des petites choses, quelques minutes. Là. Puis là, c'était comme, OK, c'est 4 jours. Là, ça va être quoi? Moi, je m'en vais là un peu. Je ne connais pas le monde. Fait, j'ai rencontré quelques personnes, mais. Mais je suis super contente. J'ai bien aimé ça. J'ai appris beaucoup sur les choses. Puis. La raison, je t'avais dit pourquoi j'avais joint le groupe, c'est parce que moi, il fallait que je sorte de la maison, mon conjoint est décédé, je me retrouve tout seul. Je voulais juste revenir un peu plus. C'est ça, revenir un peu plus. Puis je voulais rencontrer du monde, fait que juste sortir, rencontrer des nouvelles personnes. Fait que j'ai joint des clubs de sport, tout ça, où est-ce que je reste, des nouveaux amis dans le coin où est-ce que je reste. Mais je voulais rencontrer, quand j'ai vu tes annonces, puis tout ça, c'était comme, OK, ça, c'est des gens d'affaires. Fait que je vais pouvoir relier avec ces gens-là sur le côté affaires. Parce que souvent, les gens qui sont autour que je rencontre, ceux qui ne sont pas en affaires, ils trouvent un peu bizarre pourquoi j'ai pas tout vendu, pourquoi j'arrête pas tout, puis faire la retraite, à ce temps, je suis seule, puis ça. T'as les moyens, ferme ça. C'est ça, puis... tu peux arrêter, pourquoi tu te casses la tête. Mais... En tout cas, on voit clairement que tu n'as pas perdu la passion au travers de tout ça. Non, c'est ça, j'essaie de leur expliquer, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Avec là, en joignant un groupe comme ça, mais tu leur parles, mais ils ont la même passion que moi. Fait que c'est ça que ça m'a aidé à repousser un peu. Là. Ça motive. En fin de semaine, je parlais à des gens, puis ça motive un peu. OK, on va repartir plus fort lundi matin. Là. J'ai plein de plans, là. J'ai pris plein de notes. Je ne dors pas beaucoup, fait que j'ai le temps de penser la nuit. OK, là, lundi, là, je vais avoir un paquet de meetings. Ta liste est longue, d'après moi. Elle est longue, la liste, oui. Nice. Fait que non, c'est ça le but, hein? C'est de connecter puis de se permettre ce temps-là de se déposer justement pour réfléchir puis repartir avec des nouvelles idées puis des nouveaux contacts. Puis... Ça parce que c'est pas tout, on n'est pas le même style d'entreprise. Fait que tu parles à un, c'est pas la même chose, mais on vit la même chose. Ouais. On vit la structure, la croissance, qu'est-ce qu'on fait, on vit l'automatisation, on vit les mêmes problèmes, mais juste différemment. Ouais. Fait que c'est ça qui est un petit peu le fun. Au moins, le monde, ils comprennent. Ouais. Ça faisait... Non, j'ai vraiment aimé. Oui, j'ai bien aimé ça. Merci, c'était un plaisir de t'accueillir parmi nous. Merci beaucoup. Merci pour ton temps, c'était super. Et j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, on vous invite à partager l'épisode à d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui pourraient eux aussi apprécier cette entrevue-là. Merci Nathalie, merci tout le monde. Et on se voit dans un autre épisode du Côté sombre des affaires.